Donc bonjour à tous, merci aux membres du jury d'être ici aujourd'hui pour évaluer ce travail de thèse. Donc je vais présenter les travaux que j'ai réalisés sur 3 ans et qui traitent de l'influence des propriétés des indices sur l'estimation des composantes de la diversité avec une application aux poissons récifaux. Donc ce travail de thèse, je l'ai réalisé au sein de l'équipe FORDIV dans l'UMR EIO, sous la direction de Dr Gartner Jean-Claude et professeur Mazouni. Nabila. J'ai utilisé des données pendant cette thèse qui ne m'appartenaient pas, qui appartenaient à d'autres chercheurs, et donc j'ai indiqué leur nom au fur et à mesure de la présentation lorsque je travaillais sur leur jeu de données. Donc la biodiversité, c'est un patrimoine inestimable. Elle rend des services aux populations humaines à partir de services d'origine écosystémique. C'est les ressources d'oxygène, ressources nutritionnelles, économiques, culturelles. Et on est actuellement dans un contexte où les perturbations anthropiques, les activités humaines dégradent cette biodiversité. On peut voir sur ce graphique ici, c'est le taux d'extinction des vertébrés lors du dernier siècle. Et cette perte de biodiversité, elle engendre des défis sociétaux, c'est-à-dire repenser notre façon d'utiliser la biodiversité, de revoir notre relation avec cette biodiversité. Et donc c'est des défis qui sont politiques, économiques, et ça engendre des défis qui sont scientifiques. Donc c'est des questions auxquelles les écologues vont tenter de répondre pour suivre cette biodiversité et gérer cette biodiversité. Quelles sont les relations entre la biodiversité et les services? Quelles règles d'assemblage vont structurer la diversité, c'est-à-dire quelles variables environnementales naturelles vont structurer la diversité? Et à partir de cette question, on va pouvoir séparer l'impact des variables naturelles de l'impact des variables humaines. Tout ça pour avoir des stratégies de protection de la diversité efficaces. Donc pour répondre à ces questions, on a des mesures de la diversité qui sont en pleine mutation pour pouvoir avoir des méthodes plus efficaces de mesure de la diversité. Les poissons récifaux, ils rentrent pleinement dans ce contexte. Les poissons, c'est le groupe de vertébrés les plus diversifiés du règne animal. Et ils ont une position centrale dans l'écosystème récifal. En effet, ils ont des représentants dans chaque maillon de la chaîne trophique. Et donc, à partir de cette position, ils remplissent de nombreuses fonctions dans l'écosystème, à savoir la production de sable, la régulation de certaines populations de proies, etc. Et c'est aussi une source de protéines et de revenus pour les populations humaines, particulièrement en milieu insulaire océanien. Donc, de la même façon que la biodiversité de manière générale est impactée, la diversité des poissons récifaux est impactée par les activités humaines, que ce soit des activités de prélèvement avec la pêche, le réchauffement climatique, les perturbations dues à la pollution, à la perte d'habitat. Et donc on a besoin de suivre cette diversité, de la mesurer pour pouvoir ensuite prendre des décisions de conservation. Pour mesurer la diversité, il y a des indices qui ont été proposés qui permettent de donner une valeur à cette diversité. Et on va ensuite suivre cet indice, les variations de cet indice, pour suivre la diversité. La diversité, on ne peut pas la résumer à une seule valeur, à un seul indice. Elle est multicomposante. Donc on a plein de composantes qui ont été proposées. Et pour chacune de ces composantes, on a une multitude d'indices qui peuvent parfois être redondants ou parfois complémentaires, apporter des informations complémentaires. Aujourd'hui, je vais traiter 3 composantes majeures. Le nombre d'espèces, l'équitabilité, c'est-à-dire la répartition d'abondance entre les espèces, et la diversité fonctionnelle. Donc ces 3 composantes majeures, elles sont régulièrement traitées comme les 3 composantes principales qui varient dans la diversité. Il y a eu énormément d'indices qui ont été proposés dans la littérature pour mesurer les différentes composantes de la diversité, et ça nous apporte une meilleure représentation de la biodiversité. Mais ça rend aussi le choix difficile car les conclusions qu'on va tirer à partir des indices vont être différentes. On a ici 2 cartes qui représentent les hotspots de diversité des poissons côtiers, et en fonction que l'on utilise le nombre d'espèces ou la diversité fonctionnelle, on n'a plus du tout les mêmes conclusions sur les hotspots de diversité. Les décisions de conservation qui en découlent vont donc être différentes en fonction des indices qu'on utilise. On s'est donc posé la question, à partir de cette introduction,
Quelle était l'utilisation des indices et des méthodes dans la littérature et en particulier dans les études sur les poissons récifaux? On s'est proposé d'analyser des propriétés, des paramètres qui allaient influencer les variations des indices. Tout ça dans un but principal de comprendre les règles d'assemblage des poissons récifaux, avec connaître l'impact que ces règles d'assemblage ont sur les décisions de conservation. Donc j'ai mis en gras cet objectif, car je vais surtout parler de cet objectif dans cette présentation. Je vais être assez rapide sur l'état de l'art des indices et des méthodes. Ça prendrait trop de temps de présenter toutes les méthodes qui ont été proposées dans la littérature. Et je vais faire un focus sur la diversité fonctionnelle. Donc la diversité fonctionnelle, c'est la composante qui a pris énormément d'ampleur ces 10 dernières années, où on va caractériser la stratégie écologique des espèces pour comprendre leurs réponses et leur effet sur le fonctionnement. Donc pour ça, on va utiliser des caractéristiques, des traits fonctionnels, ici. Donc c'est des caractéristiques qu'elles soient morphologiques, physiologiques, etc. Par exemple, la taille moyenne de l'espèce et son régime trophique. On va utiliser ces caractéristiques pour calculer des distances fonctionnelles entre les espèces et à partir de ces distances, calculer des indices. Donc je m'explique. On a ici un graphe en 2D qui représente les positions des espèces en fonction de leur valeur prise sur un trait. Donc on a le trait 1, le trait 2 et l'espèce qui est positionnée en fonction des valeurs qu'elle prend sur ce trait. Je présente ici en 2D. Si on avait plus de traits, on aurait n dimensions. Donc à partir de ce positionnement des espèces, on va pouvoir calculer des distances fonctionnelles entre les espèces. Et après, calculer différents indices. On peut par exemple calculer le volume fonctionnel. Ici, on est en 2D, c'est une surface. En reliant les espèces fonctionnellement extrêmes. Ou on peut travailler sur des classifications hiérarchiques et calculer par exemple la somme des branches pour avoir de la richesse fonctionnelle. On peut ensuite implémenter l'abondance dans cette représentation. Donc la taille des cercles représente la densité ou le nombre d'individus par espèce. Et à partir de ça, on peut calculer d'autres composantes de la diversité fonctionnelle, de l'équitabilité par exemple, qui va mesurer la répartition des traits et des abondances entre les espèces. On peut ensuite traiter avoir une autre vision de la diversité. On peut la mesurer à l'échelle locale, par exemple avec la diversité fonctionnelle. Donc on aura une diversité locale qui sera caractérisée par une diversité alpha. Ici on a nos 3 sites, chacun caractérisé par une diversité. On a une diversité gamma, qui est la diversité de la région. Et cette fois on va pouvoir mesurer non plus une diversité, mais une variation de composition entre mes sites, que l'on appelle la bêta. Donc ça peut être des variations qui peuvent être spécifiques. On peut aussi regarder les variations d'abondance et les variations de composition fonctionnelle. Il y a beaucoup de débats et d'enjeux autour de la bêta-diversité. On peut trouver 2 grandes familles d'indices. Une première famille d'indices qui va calculer la bêta-diversité à partir de la diversité alpha et gamma, avec des modèles additifs ou multiplicatifs. Et on a ensuite des méthodes multivariées ou de dissimilarité, où cette fois on va calculer la diversité bêta, mais sans tenir compte de la diversité régionale gamma. Dans cette présentation, je vais utiliser ces méthodes multivariées. On s'est posé la question de quelle était la perception de la diversité des poissons récifaux que l'on avait à partir des indices qui étaient utilisés dans les travaux qui traitent de la diversité des poissons récifaux. Et c'était aussi pour nous l'occasion de tester comment les écologues qui travaillent sur les poissons récifaux appréhendent les nouvelles méthodes, les nouvelles mesures proposées. Donc on a fait une review de la littérature de 1990 à 2013 et on a regardé quels indices étaient utilisés et pour répondre à quelles questions dans les travaux. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une dominance majeure du nombre d'espèces qui était souvent l'unique représentation que l'on avait dans les études de la diversité, avec en moyenne 1 ou 2 indices utilisés par étude. Ce chiffre 1 ou 2, il est beaucoup trop petit quand on regarde par rapport au nombre d'indices qui ont été proposés dans la littérature. À la suite de cette littérature, on a proposé un schéma pour proposer d'étendre la liste d'indices
Et pour aider les chercheurs à étendre leur liste d'indices, leur proposer en fonction des questions qui se posaient et en fonction des données à laquelle ils avaient accès, pouvoir utiliser de nouveaux indices. Et on a fait ça sur nos 3 composantes majeures, le fonctionnel, le nombre d'espèces et les abondances en variation. Une deuxième question qu'on s'est posée, c'est comment notre stratégie d'échantillonnage modifie notre perception de la biodiversité. Plus précisément, quel était l'impact des dimensions des transects sur la perception que l'on a de cette diversité, à savoir la longueur et la largeur. En milieu récifal, le transect ou l'Underwater Visual Census, c'est la méthode la plus utilisée. On a un transect qui va suivre un plongeur qui va suivre un transect de longueur définie et qui va compter les poissons dans une largeur définie ou dans une largeur ouverte. Et on s'est rendu compte que sur beaucoup de publications, on avait des grandes variations de taille, même pour des questions scientifiques proches. On s'est posé la question quel allait être l'impact de ces modifications des dimensions. Donc on a calculé nos différents indices en fonction, donc c'était sur les données de Michel Kubicki et René Gazin, Mireille Arvelin-Vivien et Gérard Moutane. Et donc on travaillait, on a regardé nos indices en fonction de la largeur en abscisse et en fonction de la longueur, c'est les différentes courbes. Et on a ordonné le nombre d'espèces. On a pu, à travers cette étude, classer 2 types d'indices, des indices qui étaient sensibles, comme ici le nombre d'espèces, S, qui bougeait fortement avec les dimensions largeur et longueur, et des indices beaucoup moins sensibles aux modifications d'échantillonnage, comme la divergence fonctionnelle. On a pu déterminer aussi que la longueur, et c'était une dimension clé, beaucoup plus importante que le choix de la largeur, dans le choix de notre taille de transect. Et on a établi qu'à partir d'une distance minimale de 30 mètres par 5 mètres, on avait une bonne représentation, une bonne mesure des indices de nombre d'espèces, d'équitabilité et de diversité fonctionnelle. Donc je vais maintenant passer à la partie majeure de cette présentation sur les règles d'assemblage des poissons récifaux. On a mis en avant que le nombre d'espèces, c'était vraiment la composante majeure, qui avait peu d'utilisation de la bêta-diversité, et que la diversité fonctionnelle était souvent utilisée seulement à travers le groupe fonctionnel. On s'est donc proposé d'utiliser la bêta-diversité et la bêta-diversité fonctionnelle pour étudier les règles d'assemblage des poissons récifaux. Donc le choix de la bêta-diversité, c'est pas un coup de tête pour faire différent des études, il y a un réel apport dans l'étude de la règle d'assemblage. Vous avez ici 2 communautés, la communauté A et la communauté B, 2 sites. La communauté A, elle est caractérisée par une espèce bleue, et elle va être remplacée par l'espèce verte dans la communauté B. Donc on a une bêta-diversité, on a une variation de composition. La bêta-diversité spécifique va quantifier cette variation de composition. On peut ensuite relier ces variations de composition à des variations fonctionnelles. Lorsque la bêta-diversité fonctionnelle est faible, mon espèce bleue, elle est remplacée par une espèce verte, mais qui a des compositions, des traits fonctionnels, des caractéristiques fonctionnelles qui sont proches. Donc à partir de ce résultat, on va pouvoir établir qu'il y a une redondance fonctionnelle entre nos sites, et on a un habitat ou une variable qui a sélectionné mes espèces à une échelle spatio-temporelle au-dessus, et donc mes 2 espèces sont fonctionnellement aptes pour vivre dans ces 2 communautés. Il y a eu un phénomène de niche filtrée. On est dans un cas où il y a une forte bêta-diversité fonctionnelle. C'est-à-dire que les caractéristiques de mon espèce bleue, ce n'est pas les mêmes que mon espèce verte. Il y a une variation de composition spécifique et fonctionnelle. Mon espèce bleue, elle n'est pas adaptée pour vivre à la place de la verte. Et en règle générale, c'est ce genre de schéma qu'on observe lorsqu'on a un gradient environnemental. Par exemple, si on monte le long d'une montagne, les espèces qui ne sont pas adaptées au froid, elles vont être remplacées au fur et à mesure par des espèces qui sont fonctionnellement adaptées au froid. Lorsqu'on mesure la bêta-diversité, qu'elle soit spécifique ou fonctionnelle, on trouve toujours des variations de composition, que ce soit dû à l'échantillonnage, en fait, que certains sites peuvent être légèrement différents. La question que l'on se pose derrière, c'est est-ce que notre bêta-diversité observée, elle est différente ou pas d'une bêta-diversité qui aurait été observée dans un cas où les espèces auraient été distribuées de manière aléatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle d'assemblage qui soit ménétrée.
On retrouve toujours la communauté A et la communauté B, qui ont deux espèces. Donc on va mesurer une bêta-diversité observée. Ici, et on va réaliser un modèle nul. Je présente ici le modèle nul pour les traits fonctionnels. Donc on va recalculer notre bêta-diversité, sauf qu'on va faire varier aléatoirement les traits fonctionnels entre les espèces. On va faire ça plein de fois afin d'obtenir une distribution nulle de notre bêta-diversité. C'est-à-dire, ici on a une bêta-diversité attendue en absence de processus, c'est de l'aléatoire. Si ma bêta-diversité observée, elle est, dans le cas de X, elle est inférieure à mon modèle nul, on a des remplacements entre espèces, des variations de composition qui se font entre espèces qui sont fonctionnellement proches. On est dans la redondance. Si le Y, dans le cas Y, on est supérieur, on a des variations de fonctions, d'espèces qui sont entre espèces fonctionnellement différentes. On est dans le cas de notre gradient environnemental. Enfin, si on est dans la distribution, on n'est pas différent d'un modèle. Ce type de modèle nul, ça peut être aussi utilisé pour le spécifique. On va non plus faire varier les traits, mais on va faire varier les espèces. Pour compliquer un peu, la bêta-diversité, elle peut être décomposée en deux sous-composantes additives. Donc, on a deux approches. La méthode Baseville, qui va calculer que la bêta-diversité totale sera égale au turnover et au nest-and-nest, à l'emboîtement. Je vais expliquer dans 2 minutes ce que c'est cette notion de turnover et de nest-and-nest. Et la méthode Podcar, qui a été proposée par Podani, j'ai oublié de référence, qui mesure la bêta-diversité totale à partir du remplacement plus de la différence de richesse. Donc la décomposition de la bêta, on a trouvé la première chose, c'est le remplacement. C'est-à-dire qu'une espèce est remplacée par une autre. On a ici nos deux communautés, A1 et B1. Les deux communautés, les deux sites, ne partagent aucune espèce ou fonction, selon si on s'intéresse aux espèces ou aux fonctions. Et donc on va mesurer du remplacement. On peut avoir une différence de richesse. On a ici le site A2, qui a moins d'espèces ou moins de fonctions que nos sites B2. Et on a ensuite des phénomènes de nest-and-nest, qui est finalement un sous-exemple de la différence de richesse, où cette fois on a une communauté qui est un sous-ensemble des espèces ou des fonctions de la deuxième communauté. Et on a ici nos deux méthodes, Baseville et Podcar, qui sont deux extensions pour peut-être pour le fonction. Donc c'est des approches qui sont récentes. Il y a eu énormément de débats qui ont été faits entre ces deux méthodes proposées par Baselga et Podani sur la bêta-diversité spécifique. Et finalement, on avait peu de retours sur l'extension du fonctionnel, malgré une utilisation qui devient grandissante. Et on s'est posé la question, quelle approche utiliser pour étudier nos poissons récifaux. Et ça nous permettait aussi de tester l'influence du nombre de traits et l'influence du nombre d'espèces sur le calcul de cette bêta-diversité. Alors on pourrait être surpris que l'on traite de l'influence du nombre de traits. Le choix des traits qu'on implante dans un indice de diversité fonctionnelle, il est écologique. Il doit être lié à la question et il doit être lié à l'importance du trait pour l'espèce, pour la fonction. Le problème que l'on a, c'est que pour une fonction, c'est difficile de déterminer les traits qui sont parfaitement adéquats. Par exemple, si on prend la fonction nutrition, est-ce que juste la forme de la bouche va suffire pour décrire la fonction nutrition, ou je vais avoir besoin d'implémenter d'autres traits? Et de ce fait, on a des très grosses variations de nombre de traits qu'on trouve entre les études, entre les taxons. Si on prend la littérature assez générale, pas seulement sur les poissons récifaux, on trouve entre 2 et 20 traits fonctionnels par étude. Et on s'est posé la question de l'influence que cela pouvait avoir d'avoir une telle différence en nombre de traits fonctionnels sur nos calculs de bêta-diversité. Donc on a travaillé d'abord sur des données simulées, où on a une absence de processus. Donc on a deux communautés, chacune de ces communautés était caractérisée par le même nombre d'espèces, et on a fait cette manip pour différents nombres d'espèces. Par exemple pour 10 espèces, donc mes deux communautés ont 10 espèces, tirées au hasard dans un pool régional de 30 espèces. Et on a fait ça jusqu'à 400. On a ensuite simulé des traits fonctionnels, qualitatifs et quantitatifs.
Donc ce mix qualitatif-quantitatif, c'est par rapport à la réalité. Quand on utilise des indices de diversité fonctionnelle, en règle générale, on a des traits qui sont qualitatifs, comme par exemple le groupe trophique, et quantitatifs, comme par exemple la taille moyenne de l'espèce. Pour nos traits quantitatifs, on les a simulés à partir d'une loi normale, avec un tirage aléatoire, et nos traits qualitatifs ont un tirage aléatoire d'une modalité parmi 4. A, B, C et D. On a ensuite utilisé la distance de Gower, qui nous permettait de calculer les dissimilarités fonctionnelles entre nos espèces. Ça représente un peu la façon dont on a procédé. On a ici la communauté 1 et 2, notre matrice d'occurrence, donc en 1, 0 avec nos 10 espèces. On a ici les traits que l'on a simulés, les 20 traits, 10 quantitatifs, 10 qualitatifs. Et par exemple, pour 2 traits fonctionnels, on tirait au sort 2 traits parmi ces 20, on calculait la bêta-diversité, et on a fait ça 999 fois pour avoir une distribution de notre bêta-diversité en fonction de ce nombre de traits. Donc ça, c'est les résultats sur les données simulées. Je présente la bêta-diversité totale. Je n'avais pas le temps aujourd'hui de parler du remplacement ou turnover et de la différence de richesse. Donc vous avez en couleur, alors il est sous les images là, vous me prends sur parole, il y a la couleur rouge, c'est 10 espèces, et on ne voit pas sous la vidéo, il y a 400 espèces. Donc ici 10 espèces, en noir 400 espèces. On a en abscisse le nombre de traits, et en ordonnée la valeur de l'indice. La méthode Baseville est en haut, la méthode Podcar est en haut. Donc on se rend compte que la méthode Baseville, elle est peu influencée par le nombre de traits. La bêta-diversité fonctionnelle a peu évolué en fonction du nombre de traits qui étaient implémentés dans le calcul. Elle est influencée par le nombre d'espèces. Plus on avait des espèces, moins la bêta-diversité fonctionnelle était forte. À savoir qu'elle était fortement influencée lorsqu'il y avait peu d'espèces, et qu'à partir d'un certain nombre d'espèces, il y avait une moins forte influence du nombre d'espèces. Pour la méthode Podcar, cette méthode, la bêta-diversité est influencée par le nombre de traits. Plus on implante des traits, plus la bêta-diversité fonctionnelle augmente. Elle est aussi influencée par le nombre d'espèces lorsque le nombre de traits est faible. On a ici en rouge 10 espèces, la bêta-diversité est égale à 0,4, et quand on passe à 400, on passe à 0,2. Donc comment expliquer ces différences de résultats en fonction des deux approches? C'est vraiment à partir de leur construction mathématique. Donc on a la méthode Baseville qui est ici, la méthode Podcar qui est en dessous. On a nos deux communautés. Donc la méthode Baseville, elle est influencée par le nombre d'espèces, mais pas par le nombre de traits. Pour calculer la méthode Baseville, on va calculer des recouvrements de volumes fonctionnels. Si j'ai mes deux communautés, les volumes fonctionnels sont emboîtés l'un sur l'autre. J'ai une bêta-diversité fonctionnelle qui va être faible. Je vais avoir à peu près les mêmes fonctions. Si mes deux volumes sont complètement écartés, j'ai une bêta-diversité qui est maximum. Le problème, c'est que la construction de ces volumes, elle est influencée par le nombre d'espèces. Plus on rajoute des espèces, plus les deux volumes vont augmenter. Ça va travailler comme deux gouttes d'eau sur une surface plane. Si on rajoute de l'eau régulièrement, les deux gouttes d'eau elles vont grossir, elles vont fusionner, elles vont former une goutte d'eau. Et ce phénomène-là, ça va faire décroître notre bêta-diversité fonctionnelle. Par contre, cette méthode des volumes, lorsqu'on utilise la distance de Gower, elle est faiblement influencée par le nombre de traits qui sont implémentés dans le calcul. La méthode Podcar est légèrement différente. Elle se base sur des classifications, des arbres de classification. Et elle va mesurer la somme des branches qui sont uniques à chacune des communautés. Lorsqu'on rajoute un trait fonctionnel, on va rajouter de la distance entre mes espèces au sein d'une communauté. Et de ce fait, la somme des branches uniques aux deux communautés va augmenter, notre bêta-diversité fonctionnelle va augmenter. Lorsqu'on rajoute une espèce, à moins qu'elle soit fonctionnellement redondante, on rajoute une branche dans les arbres. Si mon nombre de traits est faible et que mon nombre d'espèces est fort, la probabilité qu'entre mes deux communautés, je retrouve une espèce qui est fonctionnellement proche, elle va augmenter. Et donc je vais avoir une bêta-diversité fonctionnelle qui va être faible. Par contre, lorsque le nombre de traits va être fort, la probabilité, même lorsque le nombre d'espèces sera fort, de trouver une espèce qui est fonctionnellement proche va être faible, et donc notre bêta-diversité ne sera plus influencée par le nombre d'espèces lorsque le nombre de traits est faible.
Ça, c'est à partir de nos simulations. On s'est posé la question si ces relations observées entre le nombre de traits et la bêta-diversité allaient avoir un impact sur nos conclusions écologiques, sur des données réelles. On a ici la méthode Basville à gauche et la méthode Podcar à droite. Et pour différents nombres de traits, donc on avait de 2 à 6 traits, on a regardé la bêta-diversité fonctionnelle de 3 sites A, B et T de poissons récifaux. Donc on a regardé la bêta-diversité entre ces 3 sites en faisant varier le nombre de traits, en tirant au sort à chaque fois parmi 6. Donc on se rend compte que l'influence du nombre de traits est beaucoup moins importante que sur nos données simulées. Ça s'explique que nos traits fonctionnels, ils ont une vraie explication écologique qui prend le dessus sur des relations qui sont purement mathématiques. On observe une légère augmentation de la bêta-diversité totale pour la méthode Podcar. On s'est posé la question ensuite si les résultats, les comparaisons avec les modèles nuls allaient être influencés, si nos 2 approches allaient donner des résultats différents. Ce sont des définitions légèrement différentes, donc on va plus attendre à des conclusions différentes. Et l'influence du nombre de traits, comment ça allait influencer ce résultat. Donc vous vous souvenez, la distribution de mon modèle nul, elle est représentée par les 2 droites. Si je suis entre ces 2 droites, ma bêta-diversité, elle n'est pas différente que la bêta-diversité attendue en cas de distribution aléatoire. Si je suis au-dessus, je suis supérieur, et si je suis en dessous, je suis inférieur. Et si mes écarts types sont à l'intérieur, je ne suis pas différent. Donc on se rend compte qu'en fonction du nombre de traits, on a une légère augmentation, on est supérieur à notre modèle nul, par exemple, pour la méthode Podcar. Et finalement, l'influence du nombre de traits et de l'approche n'est pas forte sur cet exemple-là. Les conclusions sont à peu près les mêmes entre les deux méthodes. On s'est posé la question si sur d'autres données écologiques, on pouvait avoir des résultats complètement différents. On a travaillé sur des communautés d'abeilles, et donc je vous présente ici juste les modèles nuls. Et on s'est rendu compte qu'en fonction de l'approche, en fonction du nombre de traits, on avait ici des processus écologiques qui étaient complètement différents en fonction de l'approche et du nombre de traits. On le voit bien pour 5 traits, ici où on est au-dessus du modèle, et ici où on est en dessous. Donc on a des conclusions qui vont être différentes en fonction de l'approche et en fonction du nombre de traits utilisés. Notre choix s'est porté sur la méthode Basville. Tout d'abord, on était plus intéressé par une définition d'emboîtement plutôt que de différence de richesse. La différence de richesse, elle peut être mesurée juste en mesurant le nombre d'espèces dans chacune des communautés sans être obligé de faire de la bêta-diversité et des calculs plus complexes. Et l'influence des traits était moindre sur cette méthode. Donc je vais passer maintenant à l'étude des processus écologiques des poissons récifaux à partir de ces indices de bêta-diversité que j'ai présentés un peu. Donc on a travaillé sur 10 atolls des Tuamotu. Il y a 491 transects qui ont été réalisés à l'intérieur de ces atolls des Tuamotu. Donc ils ont différentes tailles ces atolls, donc ils ont des efforts d'échantillonnage qui sont différents. Plus les atolls étaient grands, plus il y a eu des transects qui étaient petits. Ces atolls, ils ont des caractéristiques différentes, des positions géographiques différentes, des surfaces, des nombres de passes et des distances entre ces atolls qui sont différentes. Et au sein de ces atolls, on a des transects qui vont varier en termes de recouvrement corallien, d'algues, différents substrats, des profondeurs qui sont différentes. Et on a voulu voir comment ces variables environnementales, ces variables d'habitat, allaient structurer nos variations de composition et de fonction. Pour ce travail, on a travaillé sur 6 traits fonctionnels pour caractériser finalement la position relative de l'espèce dans la niche. Ces traits reflètent l'acquisition de nourriture et la mobilité des espèces et les moyens qui sont mis en place par l'espèce pour ces fonctions. Par exemple, une espèce qui est solitaire, qui est nocturne et qui est benthique, elle n'a pas du tout le même impact et le même effet qu'une espèce qui va vivre en bande, qui va être grosse et qui va être diurne et dans la colonne d'eau. Donc ces 6 traits-là vont refléter cette position dans la niche des poissons récifaux. Donc on a travaillé à 2 échelles. Nos variations de composition en espèces,
présence, absence et abondance est fonctionnelle entre les atolls et à l'intérieur des atolls. Et on a quantifié cette relation entre bêta-diversité et la dissimilarité environnementale, la dissimilarité d'habitat, avec des modèles de GDF. Donc à petite échelle, on a trouvé des valeurs de bêta-diversité qui étaient fortes, que ce soit du spécifique, de l'abondance ou du fonctionnel. Essentiellement dû à du turnover. C'est-à-dire qu'on est dans ce cas-là, où on a deux communautés, mais deux transects, qui partagent quelques fonctions et quelques espèces en commun, mais où il y a beaucoup de variations de composition entre les deux. Entre les atolls, on a trouvé une variation spécifique et d'abondance qui était assez forte, et qui était due à des phénomènes de turnover et d'emboîtement de nest and nest. On était dans ce cas-là, où un atoll pouvait avoir une partie de sa composition qui est une sous-partie de l'atoll B, mais aussi avec des espèces uniques à cet atoll. Par contre, on a trouvé une bêta-diversité fonctionnelle qui est faible et essentiellement due à de l'emboîtement. On est dans ce cas-là, l'atoll A, c'est un sous-ensemble des fonctions de notre atoll B. Et c'est quelques fonctions qui sont absentes dans l'atoll. C'est des valeurs qui sont faibles. On a voulu relier ces variations de bêta-diversité à petite échelle avec la dissimilarité environnementale. Donc vous avez ici les valeurs de bêta-diversité, spécifiques, présence, absence, abondance, et ici sous l'image en fonctionnel. La dissimilarité environnementale est en abscisse. Je parle ici essentiellement de l'atoll d'Araiki. Donc on a une dissimilarité environnementale qui va très bien expliquer notre dissimilarité en composition. Plus notre habitat est différent, plus notre composition d'espèces est différente. On a la même chose sur l'abondance, et on a un patron, donc une relation qui est similaire pour la bêta-diversité fonctionnelle, mais avec une moins bonne explication. Lorsqu'on a une dissimilarité environnementale forte, il y a de fortes chances qu'on observe des fonctions différentes, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça pourrait être expliqué pour avoir des valeurs de bêta-diversité fonctionnelle si fortes, mais faiblement expliquées par l'habitat. Ça peut aussi être expliqué par des fortes relations, des fortes interactions entre les espèces qui s'excluent les unes entre les autres. Un deuxième atoll, l'atoll de Niihau, où ici on a trouvé des résultats qui sont différents. On a toujours une relation entre notre bêta-diversité spécifique et en abondance avec la dissimilarité environnementale, mais beaucoup moins bien expliquée. C'est pas parce qu'on a des habitats différents qu'on va avoir des compositions qui sont très différentes. Pour le cas du fonctionnel, on a une bêta-diversité fonctionnelle qui n'est plus du tout expliquée par la dissimilarité environnementale. On a beau avoir des habitats différents, nos habitats ne vont pas sélectionner nos espèces en fonction de leur fonction. On a ensuite réalisé des modèles à l'échelle inter-atoll. Donc, est-ce que notre dissimilarité morphologique entre les atolls pouvait expliquer les dissimilarités qu'on observait? Donc, on a toujours notre spécifique et notre abondance. On se rend compte que plus nos atolls sont dissimilaires entre eux, plus on a des variations de composition qui sont fortes. Par contre, les modèles sont assez peu explicatifs. Et ils sont surtout expliqués par l'ouverture d'atoll. Plus un atoll est ouvert, plus il sera différent d'un atoll qui est fermé. Par contre, nos variations fonctionnelles ne sont absolument pas expliquées par ce modèle, et ça peut aussi expliquer que finalement les variations de composition fonctionnelle, elles sont faibles. Comment discuter, comment interpréter ces résultats, et comment ça va impacter les décisions de conservation qu'il y a derrière? On s'est rendu compte qu'on a une dynamique au sein des atolls qui est différente. Je vous ai présenté juste 2 atolls parmi 10, mais chacun de ces atolls avait des relations entre dissimilarité environnementale et variation de composition qui étaient différentes. Est-ce qu'il y a des fortes interactions entre espèces pour expliquer cette forte bêta-diversité fonctionnelle sans pouvoir la relier à une dissimilarité environnementale? Ensuite, on a observé que malgré des fortes variations de composition entre les atolls, une forte redondance, c'est-à-dire une faible bêta-diversité fonctionnelle. Vous avez ici les volumes fonctionnels des 10 atolls, donc chaque couleur représente un atoll, et en pointillé, on a le volume fonctionnel de l'ensemble des atolls. On se rend compte que ces volumes fonctionnels ils sont très proches.
un atoll, il semble suffisant pour inclure la plupart des fonctions représentées par les poissons récifs. Par contre, un atoll, il n'est pas suffisant pour inclure l'ensemble des espèces, puisqu'il y a de fortes variations de composition entre les atolls. Derrière, ça engendre des questions de décision de conservation. Je vais parler de décision de conservation, c'est un exemple théorique. Si on devait prendre des décisions de conservation sur des atolls, il faudrait prendre en compte l'ensemble des taxons, il faudrait prendre en compte les pêcheries, il y a plein de choses à prendre en compte derrière. La première question que l'on se pose, c'est est-ce que l'habitat est un bon critère? Est-ce que si je protège mon habitat, est-ce que je protège les espèces? On s'est rendu compte qu'en fonction de l'atoll que l'on regardait, on a des résultats complètement différents. Et on a des résultats complètement différents en fonction de si on s'intéresse aux espèces ou aux fonctionnels. Dans le cas de la Raiki, si on s'intéresse aux spécifiques, l'habitat il représente très bien les variations de composition. Par contre, il représente moins bien le fonctionnel. Si je suis sur mon atoll de Nibiru, ben, ni le spécifique ni le fonctionnel sont bien expliqués par l'habitat. Derrière, il y a une véritable décision de conservation spécifique versus fonctionnelle. Si je suis intéressé pour protéger les fonctions, un atoll semble suffisant pour conserver la plupart de mes fonctions au sein de mes poissons. Par contre, si je m'intéresse au spécifique, je suis obligé de voir plus grand, une échelle spatiale supérieure, parce qu'un atoll ne suffit pas pour conserver l'ensemble de mes espèces. Donc derrière, il y a des vrais dilemmes qu'on retrouve souvent en conservation, à savoir quel choix on fait entre le fonctionnel et le spécifique. Il y a même des biais qui peuvent influencer les résultats de cette étude. D'abord, j'ai utilisé la méthode Basville, qui travaille sur les volumes fonctionnels. Ces volumes fonctionnels, lorsqu'on les calcule, on ne prend pas en compte les espèces qui sont fonctionnellement intermédiaires. Si j'enlève mes 4 points verts au milieu, mon volume fonctionnel ne change pas. Donc cette non prise en compte des espèces fonctionnellement intermédiaires, ça pourrait sous-évaluer nos variations de composition fonctionnelle. Ensuite, il y a la variabilité de l'échantillonnage. Les poissons récifaux, c'est des espèces qui sont extrêmement mobiles et ils vont engendrer des fortes variations de bêta-diversité sans qu'on puisse les relier à quelconque processus. Si je suis sur un transect, le jour 1, je peux tomber sur un banc où j'ai 200 individus d'une espèce. Je peux revenir le lendemain, ne pas voir ce banc. Ça ne veut pas dire que l'espèce n'est pas là. Mais par contre, ça va m'engendrer une variation de bêta-diversité prochaine et de spécifique qui va être forte. Enfin, les variables environnementales qu'on a utilisées, peut-être qu'il faut qu'elles soient plus précises pour pouvoir mieux expliquer les variations de composition dans certains atolls. Quelle perspective donner à ces travaux de thèse et à ces conclusions? J'ai séparé en deux parties, une partie perspective méthodologique et des perspectives qui sont plus écologiques et qui concernent l'étude des poissons récifs. Durant cette thèse, on a étudié les paramètres qui pouvaient influencer la valeur de nos indices. Ici, j'ai présenté par exemple l'influence du nombre de traits, mais on a aussi étudié les distances mathématiques, le nombre d'espèces, comment cela allait influencer notre valeur brute. Cependant, un indice, quand il est étudié, on n'utilise pas sa valeur brute, mais on utilise les variations de sa valeur. Donc si ce biais, il est connu, par exemple le biais du nombre de traits, il est bien connu, il est maîtrisé, il est stable, et que notre indice il présente de bonnes variations en fonction des changements d'environnement ou en fonction des perturbations, on peut tout de même passer de l'indice à l'indicateur. Donc du coup, il y a encore un travail à faire pour trouver les indices qui vont montrer de fortes variations lorsqu'il y a une perturbation sur les poissons récifaux. Ensuite, sur la richesse fonctionnelle, j'en ai peu parlé dans cette présentation. Il y a une véritable discussion à avoir sur quelle définition donner à ce terme. En fonction des travaux que l'on utilise, on va trouver différentes définitions pour un même terme. Certains vont parler de nombre de groupes fonctionnels, voire de nombre de groupes d'effets ou de réponses, de nombre de stratégies. Certains vont utiliser la gamme des fonctions, voire le volume fonctionnel. Et donc on a plein de définitions pour un seul terme. Et derrière, il y a des répercussions sur la formalisation des indices. Le problème que l'on a aussi, c'est qu'on a des indices actuellement pour calculer la richesse fonctionnelle qui ne me semblent pas adéquates, qui sont influencés par le nombre d'espèces, influencés par le nombre de traits, influencés par la distance mathématique.
et on a des fortes variations en fonction des paramètres de ces paramètres. Enfin, en diversité fonctionnelle, on a beaucoup utilisé la distance de Bauer. Dans la plupart des études, on utilise la distance de Bauer parce qu'elle est, elle est stable au nombre de traits. Elle permet de mixer des données qui sont qualitatives et quantitatives. Et le problème qu'il y a avec la distance de Bauer, c'est qu'elle ne donne pas le même poids aux données qualitatives et aux données quantitatives. Si j'utilise un trait qualitatif, la distance de Bauer, elle sera soit de 0, soit de 1. J'ai une modalité, A et B, soit mes deux espèces ont la même modalité, donc ma distance elle est de 0, soit j'ai une modalité différente, ma distance elle est de 1. Par contre, si j'ai un trait quantitatif, la différence va être normée et j'aurai une différence entre 0 et 1. Et cette différence de poids, on la quantifie mal sur la façon dont elle va influencer nos calculs d'indice fonctionnel. Je finirai avec des perspectives écologiques. Donc c'est des choses qu'on a commencé sur lesquelles on a commencé à travailler, c'est vraiment le tout début. Actuellement, lorsqu'on considère les traits fonctionnels des espèces, on considère des traits qui ont été mesurés sur des individus et qu'on a extrapolés sur des populations. Le problème que l'on a, c'est qu'on a des variabilités intraspécifiques qui sont très fortes en fonction de la zone géographique. Par exemple, une espèce peut avoir son régime tropique légèrement modifié en fonction de la position géographique. Mais on a aussi une très forte évolution des traits fonctionnels avec l'évolution des stades de vie des espèces. Ici, on a un exemple assez extrême, la Caranx sexacetus, parce qu'elle est juvénile, elle est pélagique, et elle vit en banc au large, et elle est omnivore. Et on a notre Caranx sexacetus adulte qui va vivre sur le récif, en banc, et qui va être carnivore. Donc on a deux niches fonctionnelles qui sont complètement différentes pour une même espèce. On s'est posé la question de l'influence de cette plasticité fonctionnelle dans notre perception de la diversité fonctionnelle. Donc on a commencé à travailler en rajoutant des traits fonctionnels à partir des connaissances de Michel. Pour différentes classes de taille de mes espèces, on a implémenté les traits fonctionnels que l'on a utilisés tout à l'heure pour la bêta-diversité fonctionnelle. On avait 210 espèces pour lesquelles on a fait ça. Ça nous a permis de passer de 78 unités fonctionnelles à 166 unités fonctionnelles, c'est-à-dire un vecteur de la matrice très fonctionnelle qui est unique. Et on voit notre représentation, notre espace fonctionnel qui va changer. En noir, c'est avant de prendre en compte cette variation, cette plasticité fonctionnelle, et en rouge, lorsqu'on prend en compte la plasticité fonctionnelle. Pour illustrer l'importance de prendre en compte ces variations de traits fonctionnels, on a en vert la Caranx innobilis lorsqu'elle est jeune, qui va être fonctionnellement intermédiaire, et lorsqu'elle va grandir, on va la voir se déplacer dans notre volume fonctionnel. Et lorsqu'elle est adulte, elle va devenir une espèce vertice, une espèce fonctionnellement extrême, avec des individus qui font jusqu'à 170 cm et qui vont être extrêmement fissureux. On va pouvoir comme ça quantifier notre espace fonctionnel qui est occupé par l'espèce pendant toute sa vie. Derrière, ça ouvre de vraies perspectives écologiques. Est-ce que notre redondance fonctionnelle elle va être plus forte qu'estimée jusqu'à présent? On est par exemple ici dans le cas 2, où à partir d'un certain nombre d'espèces observées, on n'observe plus de nouvelles stratégies fonctionnelles. Est-ce qu'on va rester dans un cas comme celui-ci, ou est-ce qu'on va passer au-dessus de notre bissectrice, à savoir plus de fonctions que d'espèces? Et derrière, ça permet de tester des questions. Est-ce que les patterns de diversité qu'on a observés, ils vont être invalidés ou conservés en utilisant le multifonctionnel? Finalement, la question, c'est quel est l'impact de prendre en compte cette variabilité des traits au sein des espèces. Merci.